Imaginez un futur dystopique où la famine fait rage et où le gouvernement n'a trouvé qu'une seule solution pour trouver la paix. C'est tout simplement forcer des adolescents mineurs à s'entretuer devant des millions de spectateurs. Chaque année, on fait monter un petit peu la pression avec la fameuse moisson où l'on va tirer au sort 2 personnes dans chaque district. Leur objectif, survivre à de la torture, à des psychopathes qui ont pensé à ces jeux et des alliances encore plus instables que des couples de télé-réalité. Tout cela sous les yeux des ultra riches, habillés comme la Fashion Week ou alors des fans de Lady Gaga. Vous voyez de quoi je parle, non? Bienvenue dans le monde merveilleux de Hunger Games. Commençons par le commencement, et oui, Hunger Games 1 ou Katniss et la colonie de vacances forcée. Nous sommes à Panem, un pays dystopique avec 99% de personnes extrêmement pauvres et 1% de personnes qui vivent dans l'abondance. Remontons un petit peu le temps pour faire le point sur tout ça. Panem est un état policière. Faut pas chercher plus loin, vraiment. Ils exploitent les habitants et les richesses de chaque district pour en faire des bénéfices. C'est simple, tu es né dans le district de la pêche, le 4, tu vas pêcher pour les ultra riches. C'est tout, point. Tu ne feras rien d'autre. Le Capitole est la capitale de Panem. Et l'organisation est très simple. Vous avez le Capitole, les districts. Plus vous êtes proche du Capitole, plus vous êtes riche, ou du moins votre condition de vie va un petit peu mieux. C'est pour ça que le district 1 et 2, on les appelle les carrières. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont qu'un seul objectif, s'entraîner pour les Hunger Games et devenir riches. Oui! Voilà, comment on crée des psychopathes en l'espace de 75 ans. Mais du coup, comment on en est arrivé là concrètement? Il y a 74 ans, il y a eu une grosse rébellion de la part du district 13 et ce qui a amené au jour sombre. Le district 13, paf, il n'existe plus, et on s'est dit que pour maintenir la paix, pour montrer l'exemple au district, on allait créer les Hunger Games. Les 10 premières années, c'était assez simple, il y avait rien. C'était de la barbarie à l'état pur et pimpant, il n'y avait plus personne. À partir d'un certain moment, nous avons eu l'organisateur Snow des Hunger Games que l'on connaît. Et là, c'était la foire. Ce qui veut dire que cela fait plus de 74 ans que le peuple accepte tout cela, et cela fait plus de 64 ans qu'ils acceptent les jeux des Hunger Games et d'envoyer leurs enfants mineurs se faire massacrer. Oui, bah oui. À ce moment-là, je me demande pourquoi faire des enfants. Si t'as une chance sur 2 qui crèvent dans les Hunger Games, bon, t'évites d'en faire. Bien sûr, pour maintenir l'ordre dans les districts, nous avons les fameux pacificateurs. Ils viennent principalement du district 1 et du district 2. C'est tout simplement des personnes qui adorent tabasser des gens. Voilà. Tu fais une erreur, t'es passé à tabac. Tu dis non, je suis pas d'accord, alors là, t'es fouetté. Vraiment, les pacificateurs sont là pour faire régner l'ordre. Certains sont sympas, d'autres pas trop. Revenons à notre époque, nous sommes du coup durant la moisson des 74e Hunger Games et nous voilà dans le district 12, le district le plus pourri, le plus pauvre de tous les districts. C'est bien sûr dans ce district que nous allons retrouver notre héroïne Katniss Everdeen, ou Katniss Everdeen en français. Dans ce coin paumé où l'on mange plus de charbon que de pain, Katniss met son nom 40 000 fois, vraiment. Le principe est simple, plus tu mets ton nom, plus on te donne de rations de nourriture. Et devinez quoi, cette année, sa petite sœur, Primrose exactement, a l'âge de participer aux Hunger Games. Youpi, t'as 12 ans, tu participes. Katniss la rassure en lui disant que ne t'inquiète pas, tu n'es marqué qu'une seule fois. Quelle est la probabilité pour que tu sois nommé? Nous sommes dans un roman dramatique, donc bien sûr, Primrose sera appelée pour être le futur candidat des 74e Hunger Games pour le district 12. Bon, ne voulons pas voir sa sœur se faire massacrer en direct, en plus qu'elle n'a aucune compétence de chasse, Katniss prend sa place. Pour l'accompagner dans cette épreuve, le candidat masculin pour les Hunger Games ne sera d'autre que notre fameux Peeta Mellark. Alors lui, c'est tout simplement un boulanger qui aime secrètement notre petite Katniss. Son super pouvoir, faire des camouflages extrêmes avec rien du tout. Oui, ce gars, c'est un Picasso humain. Il peut se transformer en tronc d'arbre avec juste de la boue. Dans l'arène, Katniss va faire plusieurs rencontres, dont celle des fameuses carrières. Les districts 1 et 2, qui sont complètement barjots parce qu'ils ne veulent qu'une chose, c'est participer aux Hunger Games, sont peut-être super musclés et de vraies machines à tuer, mais sont pas très intelligents. Donc ils finissent peu à peu, un à un, à disparaître. Peeta, dans tout ça, va essayer de survivre, tout d'abord en s'alliant avec ses ennemis, les carrières. C'est pas la meilleure idée du siècle, concrètement, mais ça, c'était un plan pour essayer de sauver Katniss, et on le saura plus tard. Et en vrai, ça n'a servi à rien. Vraiment à rien. Et
la deuxième partie du film, il va se camoufler avec le décor, littéralement, et ne plus rien faire. Voilà, vous avez Peeta dans toute sa splendeur. Katniss, à ce moment-là, a la haine contre Peeta, mais quand l'organisateur des jeux, le haut juge, décide de changer les règles à la dernière minute et de dire que 2 participants peuvent survivre s'ils viennent du même district, alors là, Katniss aide Peeta. Elle lui donne à manger, elle lui donne des médicaments, elle le soigne, tout cela, bien sûr, devant les milliers de caméras et les millions de spectateurs qui suivent leur romance de télé-réalité. Bien sûr, grâce à cette stratégie, il gagne l'amitié et l'amour du public. Je vous passe tous les détails des personnages qui disparaissent un à un, et ci et ça, sinon ça serait beaucoup trop long. Mais à la fin, il ne reste que un carrière et nos 2 protagonistes. Que se passe-t-il? Ça devient trop long pour les jeux, ils balancent des chiens mutants, le premier meurt, il nous reste 2 personnes, Peeta et Katniss, et là, changement de situation. Le créateur du jeu, Seneca, dit qu'en fait, non, il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur. Ce qui veut dire littéralement qu'il faut que soit Peeta meure, soit Katniss meure. C'est vraiment pas juste. Et j'ai envie de dire, autant que ça soit Peeta qui reste. Il fait rien, mais il est gentil. Bon, vu que Katniss c'est une ado rebelle et qu'elle a envie de dire non, 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 je ne suis pas d'accord, elle a un plan. Elle décide de prendre les baies empoisonnées, de les donner à Peeta et de faire un gros fuck au Capitole. En mode, c'est soit nous 2, soit personne. C'est à ce moment-là que c'est la panique au Capitole. Nous voyons nos 2 héros commencer à manger les baies parce que bon, une fin romantique, c'est un bon divertissement, un collectif, ça fait baisser les audiences. Seneca décide de retourner sa veste en mode bon, d'accord, vous avez gagné, vous êtes nos 2 vainqueurs des 74e Hunger Games. Ouais! Bon, vous vous en doutez, s'il y a 3 livres et 5 films, ça va pas bien se finir. Le président Snow n'aime pas du tout cette histoire de 2 vainqueurs et commence à voir Katniss comme une menace. Visiblement, le gouverneur ultra totalitaire a peur d'une adolescente en colère. C'est fascinant. C'est à ce moment-là qu'on commence à voir la folie de Snow et l'arnaque de son gouvernement. Seneca Crane, le haut juge des Hunger Games depuis 3 ans, avec l'acceptation des 2 vainqueurs de ces Hunger Games, s'est mis à dos Snow. Il est tellement furieux qu'on ait pris son gouvernement en ridicule et lui en ridicule qu'il l'oblige à se... Seneca Crane, à ce moment-là, rentre dans une pièce, trouve une jolie table avec un joli bol et voit les baies. Les fameuses baies que Peeta et Katniss avaient justement utilisées pour la menace du... Il essaye donc de s'enfuir mais voit que la porte est fermée, donc se retrouve avec 2 choix. Soit mourir de faim dans cette pièce, soit manger les baies. Joie, joie, joie. Donc ça veut dire que l'on peut faire disparaître un haut juge qui vient techniquement du Capitole, mais on ne peut pas faire disparaître une Katniss qui vient d'un district lointain dont tout le monde s'en fiche. Non, parce que concrètement, personne va poser des questions sur où est Seneca. Donc, ce qui veut dire que c'est plus facile de faire disparaître quelqu'un du Capitole que faire disparaître quelqu'un des districts. Nous voilà maintenant dans les Hunger Games 2, où le fameux « Attendez, on peut faire bien pire ». Après leur victoire, Katniss et Peeta partent en tournée promotionnelle dans chaque district pour dire à quel point ils remercient le Capitole pour leur générosité et pour avoir fait triompher notre amour. Mais bien sûr, ils sont obligés de faire semblant d'être amoureux et même de se marier, ou alors leur famille sera complètement détruite. Vraiment, on parle de 2 ados de 17 ans, hein. Ils sont si dangereux que ça. Malgré les paroles très fausses de Katniss et tout le patin couffin sur merci le Capitole, les districts commence à voir en elle un symbole de rébellion. Snow commence à comprendre que son système politique est tellement fragile qu'un simple regard de travers peut déclencher une véritable rébellion. Il prend donc la décision de la faire disparaître. Alors pas comme Seneca, de façon simple, radicale, on n'en parle plus. Non, de façon sournoise et perverse. Tel un dictateur digne de ce nom, il décide de changer au KLM les règles des Hunger Games. Oui, parce que, comme de par hasard, nous sommes au 75e Hunger Games, ce qui veut dire que nous sommes à la 3e expiation. Ça tombe vraiment pile au bon moment. Pour ceux qui n'ont absolument pas lu les livres, parce que
Oui, c'était trop compliqué de l'expliquer en 3 phrases dans les films. Les expiations sont des jeux spéciaux et je vais y revenir, sinon on comprend rien. La première expiation a eu lieu durant les 25e Hunger Games. La légende raconte qu'au tout début des Hunger Games, les premiers dirigeants ont écrit des règles sur les futures expiations. Ce qui veut dire que chaque 25 ans, on ouvre un petit coffre avec un petit bout de papier qui écrit la nouvelle règle, spécialement pour ce Hunger Games. Durant la première expiation, donc les 25e Hunger Games, les tribus n'étaient pas du tout choisies par tirage au sort, mais devaient être élues par leur district. C'était vraiment une mise à mort. Tu détestais quelqu'un dans ton district, tu disais c'était lui. Allez, on vote tous pour lui. Un loup-garou de l'extrême. Puis, il y a eu la deuxième expiation avec les 50e Hunger Games. Et là, les tribus ont été doublées. Au lieu de 24 tribus, 2 par district, il y en avait 4. Trop bien, on passe de 24 à 48 enfants. Wouhou! Et c'est dans ces fameux Hunger Games Expiation 2 que Amish, le fameux coach alcoolisé du district 12, a remporté sa victoire. On comprend pourquoi il est devenu un petit peu taré. 48 personnes à buter, ça fait quand même beaucoup. Et nous voilà donc avec la 3e expiation, soit les 75e Hunger Games, et la Snow ouvre le bordel, et qu'est-ce qu'on devine? Durant la 3e expiation, soit les 75e Hunger Games, les candidats devront être tirés au sort dans les anciens gagnants. Ah bah alors celle-ci, on l'avait pas vu venir. Et à votre avis, quel est le seul tribu féminin du district 12? Katniss. Non mais quand je vous dis que Snow s'est torturé d'esprit pour essayer de faire disparaître Katniss sans qu'on pense que ça soit lui, il y en a là-dedans, hein, moi je vous le dis. Donc, rebelote, nous voilà avec Peeta et Katniss dans une nouvelle session de Hunger Games. Bien sûr, avant de repartir en colonie de vacances, nous avons justement les fameuses cérémonies avec César, les chars, la promotion et tout le patin couffin. Le dernier soir, Katniss rencontre justement le nouveau haut juge des jeux, le fameux Plutarch Evansby. Alors lui, dès le début, on sent la douille arriver concrètement. Bon, le moment est venu, on a bien mangé, on a bien bu, il est temps de partir dans l'arène. Afin de bien déstabiliser Katniss dès le début des jeux et de lui donner aucune chance, on massacre devant elle, pendant qu'elle monte à l'arène, son styliste personnel, Cinna. Bon, d'accord, on les met tous, Cinna, vraiment. Mais bon, ils cherchaient la petite bête, hein. On les a vus, les signes, hein, au niveau de la rébellion. Donc si on fait le calcul, Snow peut faire disparaître Seneca dans le premier et Cinna dans le deuxième, mais ne peut toujours pas détruire Katniss. Bon, cette fois-ci, ce n'est pas une forêt, mais une jungle géante, remplie de pièges mortels, totalement absurdes. Nous, en tant que spectateurs, on comprend très vite que c'est une horloge. Faut pas être Einstein pour voir les 12 parts de l'horloge, et surtout à midi et minuit cette foudre tombée. Mais bon, n'oublions pas, les districts ne sont pas des génies, donc personne ne comprend, sauf une. Grâce à ce mode aléatoire de déclencheur mortel, on comprend très vite que le Capitole ne veut pas que ces jeux durent. Les tribus disparaissent plus par les pièges que par les candidats eux-mêmes. Allez, on fait un petit tour d'appel. Qu'est-ce que nous avons dans cette arène? Le brouillard toxique qui vous brûle la peau, des singes tueurs, des oiseaux hurleurs, une pluie de sang chaude, la foudre et une vague géante. Waouh! Il nous en reste encore, mais bon, c'est ceux qu'on voit principalement à l'écran. À la fin, Katniss comprend enfin qu'on essaye de la sauver et grâce à son arc et à une flèche électrisée par la foudre, elle arrive à détruire l'arène et le champ de force qui l'entoure. Trop forte la meuf. Alors que concrètement, quand on la voit à la fin, je pense sincèrement qu'elle a envie de clamser et juste foutez-moi la paix. Elle est récupérée par la rébellion, pendant que Peeta, lui, est bien capturé par le Capitole. Ok, maintenant on va venir au cœur du sujet. Nous voilà dans Hunger Games 3, partie 1, la révolution. Ou plutôt la moitié du film à faire des pubs. Katniss se réveille dans le district 13, parce que oui, ce district n'avait absolument pas disparu. En fait, ils sont là depuis le début. Cela fait 75 ans qu'ils se cachent, se terrent, se nourrissent, réunissent plein d'armes, regardent confortablement tous les Hunger Games, mais n'interviennent pas. Faut croire que c'était plus fun de regarder tout le monde crever. Quand on demande cette anomalie à justement la présidente Coin, la présidente du district 13, elle répond tout simplement qu'elle cherchait une excuse, un symbole, afin de rallier tous les habitants à sa cause. C'est vrai que la famille, la destruction, le kidnapping d'enfants, c'était pas assez. Il fallait trouver vraiment quelque chose pour les réunir. Coin, la chef des rebelles, décide que Katniss doit
elle a pas le choix. Déjà là, on voit qu'il y a un problème, doit devenir le visage de la rébellion. Parce qu'une jeune fille, ado, jeune adulte, qui sait tirer des flèches et qui fronce beaucoup les sourcils, ça c'est vendeur. Le problème, c'est qu'Katniss est vachement plus à l'aise à survivre dans la forêt plutôt que devant la caméra. On l'a bien vu dans les Hunger Games. Résultat, c'est un vrai désastre. Réellement. La solution qui a été trouvée afin de percuter, c'est de l'envoyer justement sur le terrain. Tout cela bien sûr accompagné d'une équipe de tournage. Super pendant la guerre. Parce qu'apparemment, voir des cadavres en direct, eh bien ça fait plus authentique. On va la voir aller dans différents districts et surtout se rendre dans le district 12, son district. Parce que au tout début, on a appris que le district a été bombardé, comme le 13. Katniss lance une flèche, Snow répond en détruisant tout un district. C'est du charbon. Je pense que concrètement, Panem avait besoin de charbon. Mais non, action, réaction. Donc la voilà marchant sur les ossements de tous ses amis. Et vous inquiétez pas, Gale, son super copain mignon qu'elle friendzone mais pas tout le temps, a réussi à récupérer plusieurs personnes, dont sa famille et sa petite sœur. Oui, Prime est toujours là. Ça serait quand même bête qu'elle meure tout de suite. Après être allé voir le district 12 en cendres, pourquoi pas aller voir d'autres districts en flammes, parce que ça fait des super vidéos, littéralement. Pendant ce temps-là, Peeta est toujours capturé au sein du Capitole. Il est en train de vivre sa meilleure vie de prisonnier. Enfin, presque. Son programme à longueur de journée, se faire torturer psychologiquement et physiquement afin de le retourner contre Katniss. Et comment on fait ça? Avec les super guêpes de l'épisode 1. Et oui, avec le venin des guêpes, on l'injecte dans Peeta et on lui met des fausses images de Katniss afin de lui laver le cerveau. Et ça marche! Et oui, ça marche super bien. Le Capitole le balade à la télé comme un super candidat de télé-réalité. On le voit supplier Katniss d'arrêter cette guerre, d'arrêter ce massacre. Bon, concrètement, il ressemble plus à un mec qui a été littéralement torturé avec 10 kilos en moins qu'une personne qui consent à ce qu'il raconte. Non, mais sérieusement, d'où cette tête? On peut dire qu'il est apte. Mais au lieu de se dire, tiens, c'est louche, non? Il est peut-être manipulé vu comment il a des cernes, il est maigre. Non, rien de tout ça. La rébellion est persuadé que Peeta est passé chez l'ennemi et se sert toujours de Katniss pour les pubs révolutionnaires, même s'ils savent que ça détruit des vies et torture des habitants d'autres districts. À la fin, Katniss elle en a marre, c'est soit elle fait les pubs et Peeta revient, soit elle arrête. Donc nous avons une mission sauvetage avec Gale et plein d'autres personnes qui partent sauver, à vrai dire absolument tout le monde qui s'est fait capturer durant les 75e Hunger Games. Les rebelles réussissent à s'infiltrer dans le Capitole et à extirper tout le monde. De façon bien trop facile. Le Capitole, à la base, c'est quelque chose de très compliqué, de renfermer, de mitrailler, ce que vous voulez. Là, pilou, 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 on rentre. Toc, 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 c'est nous. Et c'était une ruse, on s'en doutait pas. Au moment où Peeta voit Katniss, il pète une burite littéralement. Maintenant totalement reprogrammé en mode soldat de l'hiver, il pense sincèrement qu'il faut qu'il tue Katniss. Il faut détruire Katniss. Vraiment, c'est son mantra. Il veut faire disparaître Katniss parce que c'est le mal incarné. Il la voit, il l'étrangle. Oui, vraiment, il se réveille après tout ce qu'il a enduré. La première chose qu'il fait, c'est la voir l'étrangler. C'est même plus à ce moment-là de la torture, c'est de la lobotomie qu'ils ont fait. Katniss est totalement sous le choc et on peut comprendre parce que elle se réveille plusieurs heures plus tard avec des ecchymoses, elle peut plus parler. Vraiment, il est pas allé de main morte. Alors voyons voir, petite conclusion déjà de ça avant qu'on aille dans le dernier épisode. Dans ce film qui fait plus de 2 heures, nous avons Katniss qui passe 90% du temps à tourner des pubs. Peeta qu'on voit vraiment 3 minutes dans le film, puis à la fin qui essaye de détruire Katniss. Coin, la chef des rebelles, qui ressemble de plus en plus à une dictatrice en venir. Et le film commence littéralement à partir dans peut-on plus faire plus gros que la dernière fois. Voilà mesdames et messieurs, nous voilà à Hunger Games Révolution partie 2. Est-ce que ça va bien se finir? Non, mais ça on va le voir tout de suite. La guerre bat concrètement à son plein et Katniss est devenue une icône de la guerre. Au bout d'un moment, elle commence à en avoir marre d'être l'influenceuse guerre et décide de prendre ses jambes à son cou, de déserter le district 13 pour aller tuer Snow elle-même. Oui, quelle bonne idée. À ce moment-là, Coin décide de faire d'une pierre deux coups, de la mettre dans des lieux pas
trop compliqué de Capitole avec une équipe de tournage parce que bon, ça ferait des super spots de pub. Et bien sûr, à tout cela, elle décide de rajouter Peeta. Oui, le gars qui a essayé de l'étrangler juste avant est envoyé au Capitole durant la guerre avec Katniss. Si Coy n'a pas des idées sombres derrière la tête, je sais pas ce qu'il faut rajouter. L'équipe de Katniss plus l'équipe de tournage avance péniblement dans le Capitole et c'est là que ça devient littéralement Battle Royale meets Ninja Warrior. Quand je vous disais qu'on pouvait faire plus, c'est qu'on peut faire plus. Snow a décidé que torturer les districts ne lui suffisait plus et qu'il allait torturer et ravager son propre peuple, le Capitole. Le Capitole est transformé en ville gigantesque d'escape game mortels. À chaque coin de rue, il y a une détonation. Et pendant ce temps-là, le peuple, il souffre. Tu m'étonnes qu'à la fin, plus personne n'était pour Snow. Vraiment, à ce moment-là, qui veut être pour son président? Il met des bombes partout. Le gars a vrillé pour une ado de 17 ans. Au lieu de la tuer dès le premier épisode, et ça serait fini parce que personne, mais vraiment personne, aurait remarqué la disparition tragique d'un tribut, il a décidé de faire péter sa vide. Waouh, ça c'est de la folie. Au niveau des pièges mortels, on a le droit à plusieurs choses. Le premier, un tsunami de pétrole noir. C'est à ce moment-là qu'on voit que la guerre peut aussi se gagner avec de la pub. Parce que Peeta, dans un élan de folie, pousse un de ses coéquipiers dans cette mer noire, ce qui fait un bon spot de pub pour le Capitole. Regardez, Peeta est toujours avec nous. Comme quoi, la com, il y en a partout. Après le tsunami, nous avons des mitrailleuses à capteurs de mouvement. Et pour finir, nous avons aussi des zombies. Oui, dans les égouts, nous avons des zombies. Et pas les petits zombies du genre Walking Dead, non, des zombies mutants. Le truc, il te chope, il t'arrache. Un point, c'est tout. Et pourquoi faire ça? D'après les films, aucune idée. D'après les livres, il y a d'autres explications. Mais ça serait beaucoup trop long à vous expliquer. On les voit littéralement 5 minutes. On les voit, ils tuent des personnes, ils sortent des égouts et c'est fini. Pourquoi ne pas sortir des égouts et attraper tout le monde et au moins la guerre serait finie? Après les zombies, nous avons la station de métro qui te pulvérise. C'est pas une blague. Si vous vous souvenez bien, il court dans le métro. Il y a des faisceaux orange qui apparaissent et ça te pulvérise, ça t'anéantit, ça te désintègre. Tel Minecraft, tu deviens des petits cubes. C'est tout. Vraiment, il y a du budget dans le Capitole. Finalement, après des heures et des heures et des heures de marche, où presque tout le monde est mort, sauf Katniss et Peeta, quand même, faut pas exagérer. Katniss arrive enfin avec Gale, oui, pas avec Peeta, il est beaucoup trop fou, au palais de Snow. À ce moment-là, Snow n'a pas totalement retrouvé la raison, mais décide de donner l'asile à ses habitants et à tous ceux qui le voudront bien dans son palais. Il dit qu'il faut que ce soit les enfants d'abord qui rentrent dans le palais et c'est à ce moment-là que tout foire. Arrivé devant le palais où il y a des dizaines et des dizaines d'enfants devant la grille, on voit le fameux parachute des Hunger Games qui emmène des provisions tomber et exploser sur les enfants. Et c'est là que l'on comprend qu'il y a vraiment anguille sous roche. Parce que Snow avait déclaré forfait, allait renoncer et en aucun cas il tue des enfants du Capitole. Ça non, faut pas exagérer. Mais grâce à ce coup de maître, toutes les personnes, même les pacificateurs, se retournent contre le président. Ah, je vous dis, des fois la guerre, faut la gagner avec le flair. Bon, il faut quand même un moment dramatique dans la série et vu qu'on peut pas tuer Katniss parce qu'elle est invincible comme la plupart des héros, c'est à ce moment-là que nous allons voir que Prim, qui a bien évolué, qui est devenue infirmière, se retrouvera dans les missiles devant le Capitole. Oui, oui, oui. Vous avez très bien entendu. Après techniquement plusieurs années, le fait que Katniss a fait tout ça pour la sauver dans Hunger Games 1, Primrose décède. Mais à quoi ça servait alors de la sauver? Autant la laisser partir dans les Hunger Games, hein. C'était plus simple. Il y aurait eu moins de morts aussi, ça c'est sûr. Katniss, à ce moment-là, se rend compte que bon, c'est quand même bizarre ce bombardement. C'est pas très stratégique. Elle va donc voir le président Snow dans sa superbe prison de rose blanche pour lui poser des questions. Au début, c'était pour lui dire « T'as tué ma sœur !» Et lui va clairement lui dire « Non, ce n'est pas moi. Réfléchis, prends ta tête et cogite. Quel est l'intérêt pour Snow de détruire son peuple ?» Le twist final arrive à la fin quand la présidente Coy réunit tous les anciens gagnants des Hunger Games et lâche dans le plus grand des calmes qu'elle décide de faire une dernière édition des Hunger Games, mais cette fois-ci avec les enfants du Capitole. Donc ça fait des lustres qu'on lutte pour justement arrêter les Hunger Games parce que littéralement c'est inhumain, les gamins n'ont rien demandé, ils sont mineurs, mais elle, pour se venger, elle veut faire des Hunger Games avec le Capitole. C'est du génie. C'est à ce moment-là que deux neurones
se connecte chez Katniss et elle se dit dis donc, Coy, elle s'est déclarée auto-présidente de Panem, elle veut faire des Hunger Games, il y a eu un bombardement bizarre, ne serait-ce pas de sa faute? Trop forte. Katniss a quand même essayé pendant 4 films de ne pas tuer des innocents juste pour le plaisir. Donc c'est à ce moment-là qu'elle comprend qu'elle est en train de travailler pour une nouvelle dictature 2.0. Donc pour en finir avec cette boucle qui va se répéter et elle le sent gros comme une maison, en pleine cérémonie officielle devant tout Panem avec une coin qui s'extase de joie, Katniss tire une flèche en plein cœur, pas à Snow, mais à Coy, pour éviter que les erreurs ne se répètent. Snow, à ce moment-là, complètement fou et déjanté, se noie littéralement dans son sang et lapidé par les autres personnes. C'est à ce moment-là qu'on peut dire fin de partie pour Coy et pour Snow. Katniss comprend que beaucoup de personnes à Panem ne vont pas comprendre son action, c'est un peu logique. Elle décide, ou plutôt est envoyée un peu de force par notre cher Plutarque qui lui a senti Fillon depuis le début, il est bien passé, il s'est pas sali les mains, il est au bon poste, au bon endroit. On envoie Katniss en retraite anticipée si on peut dire, au district 12, dans la maison des vainqueurs. Cool! Elle retourne sur la terre de ses ancêtres avec plein de squelettes. Youhou! Bon, elle y va pas seule parce qu'au bout d'un moment, nous avons Haymitch qui va la rejoindre ainsi que sa mère. Et bien sûr, après quelques mois, nous avons Peeta qui est enfin soignée. Ah oui, un happy end dans les squelettes, c'est trop bien. Peeta qui, lui, est la douceur dans sa vie. Elle accepte enfin ses sentiments et elle comprend qu'elle l'aime. Peeta, c'est le gentil, c'est le mignon. Donc nous avons Peeta et Katniss qui font des enfants, et elles vécurent heureux sous les cendres de leurs ancêtres. Morale de l'histoire, Peeta a passé le plus clair de son temps capturé ou fou. Gale s'est fait friendzoner 2 fois par la même meuf et a donné l'idée du siècle à Coyle avec le double bombardement. Super. Bravo, Gale. Prim est morte. Bon, en même temps, c'était un peu son destin, Elle était appelée au Hunger Games 1, c'était pas pour rien. Et la rébellion a gagné. Grâce à la super flèche de Katniss dans Coyle, des élections ont été vraiment effectuées, ce qui fait qu'une présidente légalement a été nommée. Les Hunger Games ont été clôturés. Et voilà qu'après 4 films de Hunger Games, une révolution bien foireuse et un gouvernement qui ne sait pas gérer les crises autrement que par massacrer des enfants, nous voilà à la fin de The Hunger Games. Qu'est-ce qu'on a retenu de cette aventure épique? Que le Capitole est géré par des génies du mal, mais surtout par de sacrés incompétents. Que Snow est un dirigeant cruel et que Coyle est encore pire. Bref, Hunger Games, c'est la preuve que même un monde dystopique, ça peut ressembler à une vraie télé-réalité. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et surtout à commenter. C'était vraiment très drôle de parler de Hunger Games parce que concrètement, on part dans du fantastique réaliste qui n'a pas beaucoup de sens. Sur ce, je vous fais des bisous, à la prochaine et faites attention aux gens qui vous veulent du bien. C'est peut-être en secret des tyrans cachés. Ciao!